Le président de la République par intérim a reçu aujourd'hui le tout nouveau Premier ministre Django Sissoko, dont nous vous proposons le portrait dans ce journal. Le Mali aura bientôt une carte de son patrimoine culturel national. Les experts en la matière ont présenté ce matin les documents à la société civile. C'était au Musée national. Le pousse-pousse indispensable au transport de marchandises et autres bagages dans la ville de Bamako. Ils sont nombreux, les jeunes ruraux, à mener cette activité. Les pratiquants respectent-ils les normes de circulation et de sécurité requises? Les éléments de réponse dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Le tout nouveau Premier ministre Django Sissoko a été reçu par le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré. Une rencontre de prise de consigne a dit Django Sissoko. À l'issue d'une audience qui aura duré 30 minutes, suivez ici les premières réactions du Premier ministre au micro de Souri Ibrahima Keïta. Oui, c'est des consignes. C'est des consignes. Le président m'a dit quelles sont ses priorités. C'est du reste des priorités que je connais déjà, dont j'ai eu à parler hier. Le président m'a réitéré cette priorité, à savoir la récupération du nord de notre pays et l'organisation d'élections crédibles avant la fin de la transition. Et les défis sont énormes, vous le savez déjà. Et certains attendent de vous plus d'agressivité, d'autres veulent que vous gardiez votre personnalité. Et quel schéma vous choisissez? Une ligne médiane. Quand il faut être agressif, je serai agressif. Lorsque ce n'est pas nécessaire, je ne serai pas agressif. Le président de la République par intérim vient donc de confier la tête du gouvernement à un commis de l'État qui a évolué dans le milieu administratif et politique pendant 4 décennies. Il est chargé de relever 2 défis majeurs, la reconquête du Nord et l'organisation d'élections transparentes, justes, paisibles et démocratiques. Souri Ibrahima Keïta a rencontré entre ses contacts au sommet Portrait Django Sissoko. Médiateur de la République, nouveau chef du gouvernement, revoilà Django Sissoko. De là à croire que l'arbitre monte au filet, il y a bien un pas à ne pas franchir. Oh, le médiateur n'est pas un arbitre. Tout change. Parce que le Premier ministre, c'est la deuxième personnalité de l'exécutif. Et le médiateur est une autorité indépendante. Les médias ont volontiers cousu un boubou aussi ample que multicolore pour un Premier ministre type du reste de la transition. Une personnalité moins égocentrique, plus au fait du jeu institutionnel et au style plus collectif. Un chef d'équipe de sang-froid qui ne se trompe pas de boussole. C'est par accident qu'un fonctionnaire devient ministre. Il n'a pas vocation à devenir obligatoirement ministre, et encore moins Premier ministre. Mais être Premier ministre, c'est un honneur de servir son pays à un niveau aussi élevé, la gestion des affaires publiques. Nous avons comme mission principale de libérer le nord de notre pays et d'organiser des élections crédibles. Le nouvel élu répond-il à ce portrait robot de confrères? En tout cas, les préjugés lui sont très favorables. Son parcours encore plus. D'abord à l'école. Il a universitairement cumulé mention très honorable et major de promotion. Docteur d'État en droit, le sac à dos 1271 aura gravi tous les échelons de la fonction publique. Plusieurs fois directeur de service, ministre, secrétaire général de la présidence, directeur de cabinet de la primature, gouverneur suppléant des institutions de Bretton Woods. Enseignant de vocation, écrivain par devoir intellectuel. L'officier de l'Ordre national du Mali cessait aussi à l'anglais et à l'espagnol. Des expériences qui lui ont ouvert tout un univers d'organisation internationale dont il est membre influent.
Elles lui seront-elles utiles pour le nouvel objectif politique? La tâche est ardue. Elle est ardue si elle devait s'étendre sur 12 mois ou 24 mois. Elle est ardue, mais elle n'est pas hors de la portée des autorités maliennes. Le président de la République, le gouvernement et l'administration du Mali, y compris, bien entendu, les forces armées de sécurité. L'accord cadre dit le Premier ministre et le président de la République doivent former un gouvernement de transition, un gouvernement d'union nationale composé de personnalités consensuelles. Vraiment, il faut des personnalités compétentes et intègres. À 64 ans, sa rigueur n'a pas pris une seule ride et il tient à le faire savoir au petit cercle qui l'entoure. Tenez-vous bien, lui a-t-il lancé. Nous n'avons plus de temps à perdre et allons démarrer à 180 à l'heure. Quand il faut être agressif, je serai agressif. Lorsque ce n'est pas nécessaire, je ne serai pas agressif. On appréciera l'artisan à l'œuvre. Avec une exigence de plus, le lui se sait privé de tout état de grâce. Bonne chance, Django Sissoko. Fête anniversaire hier de l'indépendance de la République du Burkina Faso. Dans notre pays, l'événement a été marqué par une réception à la chancellerie du Burkina Bamako. Adama Kodjo pour le compte-rendu. C'est par l'exécution des hymnes nationaux des deux pays frères qu'a débuté cette réception commémorant le 52e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à l'indépendance. Haute-Volta à l'indépendance devenu Burkina Faso en août 1984, ce pays a accédé à la souveraineté nationale et internationale le 5 août 1960. Le 11 décembre 1958, il s'est agi de la proclamation de la République dans le cadre de la communauté française. Et comme au mois d'août, il pleut, c'est une période de soudure, les autorités ont décidé que chaque année, nous allons fêter les deux fêtes le 11 décembre, c'est-à-dire la proclamation de la République et la fête de l'indépendance le 11 décembre, parce que c'est après les récoltes, c'est l'abondance. Ce 52e anniversaire intervient au moment où le voisin qu'est le Mali traverse une période difficile de son histoire, une situation à laquelle son voisin ne peut être insensible. Pour pouvoir nouer les nœuds du dialogue, pour pouvoir nouer les fils du dialogue, il faut garder une position qualité. Et c'est ce que Burkina Faso fait, essaie de parler à l'ensemble des parties concernées pour que, ensemble, nous puissions construire et atteindre la paix. Lors de la cérémonie, 3 Burkinabés ont été décorés chevaliers de l'ordre du mérite pour avoir rendu d'énormes services à la diaspora du pays. La soirée a été agrémentée par un défilé de mode sur l'artisanat du Faso et par les troupes musicales Nongtaba, Balafon et Orodara. Réunion du groupe Droits humains élargie aux partenaires au cours de la rencontre de la revue des actions prioritaires du programme Nations Unies pour la promotion des droits de l'homme au Mali. L'accent a été également mis sur le compte-rendu de la Semaine des droits de l'homme qui vient de s'achever. Pour plus de précision, nous allons écouter Omer Mamewe, chargé de droits de l'homme au bureau du coordinateur résident du système des Nations Unies au Mali. Il est au micro de Adama Djimdi. Aujourd'hui, il est question pour nous de faire le bilan, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais toujours est-il que nous sommes convaincus que cette expérience a été une expérience positive pour nous. Voilà, ça a permis de sensibiliser les populations, voilà, les décideurs sur la thématique des droits de l'homme. Vous regardez, on a commencé par un symposium de 3 jours sur les droits de l'homme, le droit à la participation des femmes et des jeunes dans le processus électoral, dans le processus de médiation, dans le processus de prise de décision. C'était un moment fort de dialogue direct avec les populations, de sensibilisation des populations sur les droits de l'homme, surtout en cette période de crise. Toutes nos attentes sont comblées. Moi, je parle du point de vue en tant que partenaire technique et financier du gouvernement dans l'organisation. Je crois que les objectifs ont été atteints. Il s'agissait de contribuer à la sensibilisation des populations, donc sortir la thématique des droits de l'homme, des livres,
des tests, des universités pour la rendre, on a été dans la Cour suprême, on a rencontré les juges, a échangé avec eux sur l'état des droits au Mali. Ça, c'est important. Le même coordinateur résident, accompagné des ONG nationales et internationales et du ministère de la Justice, sont allés à la commune 3. Vous savez, le rôle de la commune 3, le tribunal de la commune 3. Le tribunal de la commune 3, c'est une sorte de vitrine. C'est le tribunal qui gère toutes les questions majeures. Le centre hospitalier universitaire IOTA examine son bilan à mi-parcours. Après 9 mois d'exercice, les administrateurs ont une vision claire de la situation financière et administrative de l'établissement. Ils ont décelé une meilleure santé dans les domaines prioritaires de l'Institut, selon notre reporter Al-Husseini Touré. Les soins ophtalmologiques, la formation et la recherche sont les principales activités de l'Institut d'ophtalmologie tropicale de l'Afrique, un institut qui s'oriente vers une amélioration de ses prestations. La présente session, qui porte un regard sur les 9 mois écoulés, affiche les ambitions de l'établissement. Face aux enjeux de la qualité hospitalière, exigence croissante des patients, l'inévitable allocation optimale des ressources, il apparaît indispensable que l'hôpital s'oriente vers une politique et plus particulièrement une qualité des soins. À l'issue de cet exercice à mi-parcours, le centre hospitalier universitaire de l'IOTA présente un bilan jugé satisfaisant par les du conseil d'administration. Satisfaction, l'acquisition d'un nouvel équipement qui va réduire considérablement les évacuations. Nous avons acquis un microscope opératoire qui fait une chirurgie spéciale qu'on appelle la chirurgie du segment postérieur, la chirurgie du décollement de rétine. Actuellement, cette chirurgie du décollement de rétine se fait ici à l'IOTA. Par ailleurs, malgré la crise que connaît le pays, le CHU de l'IOTA fait bonne figure avec un total de 67 étudiants recrutés dans 11 pays francophones. 37 000 consultations ont été effectuées alors que la réalisation globale des ressources pour cette période est d'environ 1,5 milliard de nos francs. Le conseil d'administration, par ma voix, demande à l'IOTA et à l'ensemble de son personnel de se donner les mains et de rester soudés pour les idées promotionnelles de leur structure et d'éviter tout ce qui peut les distraire ou les diviser et les dévier de leurs objectifs. Les administrateurs ont également examiné le budget et le plan opérationnel pour l'année 2013. La Croix-Rouge française et ses partenaires viennent de lancer un nouveau projet. Il intervient dans le domaine de la santé maternelle et néonatale. Initié lors du sommet du G8 au Canada, le projet a une durée de 4 ans et couvrira le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Garibou Pérou. Si la maternité est souvent une expérience positive et satisfaisante, elle est pour beaucoup de femmes synonyme de maladies et même de décès en cas de complications. Il est cependant impératif d'accorder une priorité pour améliorer la santé de la mère et des nouveau-nés. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt pour nous une importance capitale. Il s'agit du lancement officiel du projet Amélioration de la santé maternelle et néonatale en commune 1 du district de Bamako. Nous en sommes fiers. La naissance de ce projet entre en droite ligne dans la lutte contre la pauvreté et la lutte contre les maladies des mères, des nouveau-nés et des femmes en âge de procréer. Ce projet va intervenir en 2 phases. 1. Au niveau de l'offre par un renforcement. 2. Au niveau de la demande par l'amélioration des connaissances. Nous avons également entrepris des programmes d'urgence pour venir très vite au secours des familles dont les enfants sont atteints de malnutrition. Pour éviter les complications avant, pendant et après accouchement, les femmes doivent régulièrement fréquenter les centres de santé de référence et suivre les consultations prénatales. La spécificité de ce projet, en dehors des consultations prénatales, il y a aussi une prise en charge nutritionnelle. Nous sommes sûrs et convaincus que tous ceux-ci feront le meilleur d'eux-mêmes pour les orienter vers les centres de santé. Le projet santé maternelle et néonatale au Mali prendra en compte tous les aspects de la santé de la mère et de l'enfant. Il vient renforcer les capacités des centres de santé de référence, les centres de santé communautaires et confessionnels pour une couverture sanitaire globale.
L'amicale des femmes de l'hôpital du Point-G décidait à faire de leur établissement une référence en matière d'hygiène, une initiative qui vise à améliorer les conditions des patients et aussi des travailleurs. Elles ont ainsi nettoyé les pavillons de soins et les alentours du centre hospitalier. Sur les responsables, cette activité doit être encouragée et soutenue. L'amicale des femmes du CHU du Point-G propose l'institution d'un concours de salubrité entre tous les centres de santé de la capitale, voire du pays. Voilà donc l'amicale des femmes de l'hôpital du Point-G décidé à faire de leur établissement une référence en matière d'hygiène. Actualité africaine, accusée dans un rapport de l'ONU de vouloir déstabiliser le pouvoir en Côte d'Ivoire. Les pro-Gbagbo exilés au Ghana se disent ouverts au dialogue avec le président Ouattara. Ils démentent tout de même toute tentative de déstabilisation du pays. C'étaient des lieutenants de Laurent Gbagbo, des anciens ministres aujourd'hui en exil au Ghana. Comme eux, une trentaine d'ex-membres du gouvernement se trouveraient à Accra. Certains sous le coup de mandat d'arrêt émis par la justice ivoirienne. Alors les appels à la réconciliation lancés par Alassane Ouattara, il n'y croit pas vraiment. Si tous ceux avec lesquels on doit discuter, on doit poser des actes, tous ceux-là sont arrêtés, sont pourchassés, sont contraints en exil, sont empêchés de tenir même une réunion. Alors voilà, donc je pense que ce sont des appels qui sont lancés comme ça parce que ça fait chic, parce que les bailleurs de fonds qui veulent investir dans le pays ont besoin d'un tel discours. La réconciliation, eux, affirment pourtant la vouloir. Et même s'ils continuent de poser comme condition la libération de Laurent Gbagbo détenu par la Cour pénale internationale, ils se disent prêts à discuter avec Alassane Ouattara. Il est assis dans le fauteuil du président de la Côte d'Ivoire. Il faut discuter avec lui. Nous, on veut sauver notre nation. On est prêt à discuter avec M. Ouattara comme celui qui occupe le fauteuil du président de la République de Côte d'Ivoire imposé par la France. Ça aussi, on ne peut pas nous l'enlever. Jusqu'à présent, le Ghana a montré peu d'empressement à répondre aux demandes d'extradition, d'autant que ces exilés bénéficient du statut de réfugiés. Mais les pro-Gbagbo restent prudents et font profil bas. Et ils opposent un démenti catégorique au rapport des experts de l'ONU qui les accusent de planifier des attaques contre le gouvernement ivoirien. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que ici, nous sommes ici, vous savez qu'un coup, ça coûte. Nous sommes des exilés. Les comptes sont gelés. Pour survivre, nous avons des difficultés. Alors, financer un coup d'État, vaut mieux financer notre survie. Le 20 décembre, les trois hommes auront certainement les yeux tournés vers le tribunal d'Accra. Après de multiples rebondissements, la justice ghanéenne doit statuer sur la demande d'extradition de Justin Kone-Katinan, l'ancien porte-parole de Laurent Gbagbo, poursuivi pour crimes économiques en Côte d'Ivoire. En Égypte, le calme est revenu aux alentours du palais présidentiel. À l'origine de cette colère, le décret par lequel le président Morsi veut accroître ses pouvoirs. Mercredi matin au Caire, le calme était revenu aux abords du palais présidentiel. Les opposants ont passé la nuit ici sous des tentes et sous la surveillance de l'armée. Ils campent toujours sur leur position. Mohamed Morsi est uniquement le président des frères musulmans. Ce n'est pas le président de toute l'Égypte. Nous ne sommes pas nombreux à camper ici, mais il a peur de nous. C'est pour ça qu'il a appelé l'armée pour le protéger. Mardi soir, les manifestations des soutiens et des opposants au président égyptien se sont déroulées sans débordement majeur. À l'origine de la colère, toujours, le décret par lequel le président islamiste veut accroître ses pouvoirs. Les pro-Morsi étaient rassemblés ici devant cette mosquée du Caire. Je n'appartiens à aucune religion et à aucun groupe. Je suis juste ici parce que j'aime cet homme. Il va amener la justice et la stabilité dans notre pays. Place Tahrir, les opposants rejetaient en masse le président et son projet de constitution. Pour eux, Mohamed Morsi et les frères musulmans ne représentent pas l'Égypte. Au même moment, le club des juges entérinait sa décision de boycotter le référendum prévu le 15 décembre. Un boycott qui pourrait lever à certaines conditions. S'ils apaisent les tensions politiques et si les juges sont satisfaits, alors nous pourrons envisager de retourner à la Cour et de superviser le référendum.
Qu'importe, le pouvoir a décidé de passer en force et de faire le référendum sans eux. Un référendum en 2 étapes, le 15 et le 22 décembre. Les tensions, quant à elles, ne risquent pas de s'apaiser. L'opposition a appelé à voter non au référendum. Faisons à présent un tour dans le continent avec ces nouvelles en brève et en images. Le président mauritanien à l'UNESCO demande la protection du patrimoine culturel du Mali. En politique, Marc Ravalomanan renonce à se présenter à l'élection présidentielle malgache. Mais avant, voyons comment évolue le dialogue entre les rebelles du M23 et les autorités congolaises. Elles ont failli capoter, elles sont de nouveau sur les rails. Après avoir boycotté les pourparlers lundi, prétextant l'agressivité de l'Ouganda, les rebelles sont de retour à la table des négociations. Le gouvernement a failli claquer la porte, accusé par le M23 de mauvaise gouvernance, de manque de leadership visionnaire. Kinshasa répond. Le M23 est une force négative qu'il faut neutraliser, éradiquer. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de tuer les gens, c'est-à-dire qui doit impérativement et définitivement cesser d'exister comme mouvement et comme idéologie. Kinshasa, qui a par ailleurs exhibé une quarantaine de prisonniers arrêtés au moment des combats à Goma. Parmi eux, une vingtaine seraient des soldats rwandais venus combattre avec le M23. Pour les autorités congolaises, c'est une preuve de l'implication de Kigali. Au Ghana, l'opposition conteste le résultat de l'élection présidentielle. 2 jours après l'annonce de la victoire de John Dramani Mahama, Frival, candidat malheureux pour la seconde fois, dénonce des fraudes systématiques. Nana Akufo-Addo demande l'arbitrage de la Cour suprême. En 2008 déjà, il avait raté l'élection à 1 point. Pour les observateurs, le scrutin a été paisible et montré de Marc Ravalomanan ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2013 à Madagascar. Il renonce à ses ambitions politiques sous la pression de la SADC. L'Afrique australe, médiatrice dans la crise qui mine Madagascar depuis 3 ans, espère convaincre Ange Razouel de suivre le même chemin. Exilé en Afrique du Sud, Marc Ravalomanan a fait part de son vœu de rentrer dans son pays pour rejoindre sa famille. Il faut protéger le patrimoine culturel du Mali. Appel lancé conjointement par la Mauritanie et l'UNESCO. De passage à Paris, le président mauritanien demande à la communauté internationale de s'unir pour sauvegarder les trésors de Tombouctou détruits par les islamistes. Nous exprimons nos vifs souhaits pour que la crise qui règne au Mali soit résolue dans les plus brefs délais et que les événements qu'elle engendre épargnent l'héritage commun de l'humanité. Nouakchott invite les États à prévenir le trafic illicite de biens culturels en provenance de Tombouctou. Et justement, le patrimoine culturel du Mali menacé, les autorités sont à pied d'œuvre pour protéger ce qui en reste. Un souci partagé donc par l'UNESCO qui est en train d'aider dans la mise en place d'un passeport et d'une carte du patrimoine culturel national du Mali. Les experts en la matière ont présenté les documents ce matin à la société civile. Demain, les mêmes documents seront présentés aux forces armées et de sécurité avant d'être adoptés. Nando Dambélé. Les 2 documents en question concernent le passeport et la carte du patrimoine culturel des régions de Gao, Tombouctou et le patrimoine confronté à des graves menaces depuis l'occupation des 3 régions du Nord par des groupes armés, ce qui ne laisse pas l'UNESCO indifférente. L'UNESCO a, depuis le début de ces événements malheureux, engagé plusieurs actions de sensibilisation, tant au niveau des pays voisins du Mali, de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'ISESCO, qu'auprès du secrétaire général des Nations Unies. Ces actions ont été suivies par l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU en juillet 2012 de la résolution 2056 qui exhorte la protection des biens du patrimoine mondial du Mali. Les 2 supports réalisés en collaboration avec l'UNESCO à travers le Centre mondial du patrimoine culturel visent à fournir des informations sur la localisation et l'importance des biens culturels en vue de contribuer à leur protection. Le passeport pour le patrimoine, pour vos le patrimoine culturel tel que défini par la loi 85-40 ANRM du 26 juillet 1985,
modifié par la loi numéro 10-061 du 31 décembre 2010 relative à la protection et à la promotion du patrimoine culturel national. La carte de format A3, pliée pour en faciliter la manipulation, situe les biens majeurs à protéger dans les régions sous occupation. La diversité des biens culturels présentés est conforme aux définitions de l'héritage culturel dans les conventions ratifiées par le Mali, en particulier la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l'UNESCO. Les jeunes de la deuxième région sensibilisent sur les dangers dans la circulation routière. Un club de jeunes dénommé Club Balobo Cissé, en collaboration avec l'Agence nationale pour la sécurité routière, vient lancer une caravane. Le lancement a eu lieu ce matin au lycée Mambi Sidibé de Kati. Le compte rendu d'Adama Koulibaly. Des jeunes de Kati, après la perte d'un de leurs camarades qui leur était cher, du nom de Balobo Cissé, dans un accident de la circulation routière, ont créé un club en sa mémoire. Créé en 2009, le club mène des activités socio-humanitaires. Aujourd'hui, il travaille en collaboration avec l'Agence nationale pour la sécurité routière pour sensibiliser sur les dangers des mauvais comportements de certains usagers de la circulation routière. Le club a décidé d'organiser une caravane qui va sillonner la région de Koulikoro. Au programme de la cérémonie de lancement de la caravane, c'était des sketchs, des chants, des poèmes et des conseils présentés par les jeunes les autorités de Nazaire. Ce matin ne peut qu'interpeller les autorités de Kati. Je suis un des responsables justement de la commune de Kati. Donc cette cérémonie me va droit au cœur. Je prie Dieu afin que la cérémonie de ce matin soit une leçon pour la population jeune de Kati. Les portes de l'île sont ouvertes à toutes les associations de jeunesse. Cette campagne du port du casque est une campagne qui est dédiée à la jeunesse. Elle ne peut produire les effets escomptés tant que la couche juvénile ne vient nous accompagner et nous inciter. L'ANASER est un service sous la tutelle du ministère de l'Équipement et des Transports. Le représentant du ministre des Transports a signalé que Kati est parmi les villes qui enregistrent les taux les plus élevés des accidents. Kati, qui sera bientôt sillonné par les caravaniers, a recensé en 2011 sur ces routes 1169 victimes, dont 107 tués. Nous restons sur les routes. Le pousse-pousse qui devient de plus en plus indispensable dans le transport des marchandises et autres bagages dans la ville de Bamako. Ils sont nombreux les jeunes ruraux à mener cette activité. Le gain journalier varie entre 3 000 et 5 000 francs CFA. Mais le métier est-il exercé dans les règles de l'art? Les pratiquants respectent-ils les normes de circulation et de sécurité requises? Tiemogo Konaté nous donne les éléments de réponse dans ce dossier. Le transport des marchandises et autres bagages dans la circulation à l'aide des pousse-pousse est une activité génératrice de revenus à laquelle s'adonnent bon nombre de jeunes à Bamako. Un tour au centre-ville suffit pour s'en rendre compte. Ils sont majoritairement des ruraux. Parce que ni fa fila bɛ gɛlɛyara mɔgɔninfin kan i bɛ boli i b'a ɲɛɲini fa dɔ fɛ a bɛ se ka nɔgɔya ma côté min kan mais moi an nanen yan nɔ sisan vraiment an bɛ baara dɔɔni min kɛ an b'o lase an fana an baw ma Sénégalais d'où fana ma so ye. S'agissant des gains journaliers, ces jeunes peuvent obtenir 3 000 à 4 000 voire 5 000 francs CFA. Ne donna karobara la wari man ca kosɛbɛ quoi o de kosɔn ne bɛ wotoro poussé. Don dɔ i bɛ dɔ sɔrɔ don dɔ yɛrɛ i bɛ se kɛ ale tɛ kɛmɛ sɔrɔ. Cependant, des difficultés demeurent. Gɛlɛya kɔni b'ara kɔni parce que policiers b'a tɔɔrɔ et puis mobilitigiw yɛrɛ b'a tɔɔrɔ. Anw bɛ taa ni doni dɔ ye kɛmɛ ni mugan n'u y'anw sɔrɔ o siraw kan u b'a fɔ anw ka kɛmɛ fila kɛmɛ saba kɛmɛ naani sara olu bɛ 1000 ni kɛmɛ fila fɔ an ka pilasi in na ala an ka wotoro dɔw yɛrɛ bɛ miiri la hali bi a dɔw ma sɔrɔ wotoro dɔw ye a tigiw ta ye dɔw ye luwanse. Dans la circulation ils sont un peu turbulents mais si on peut arranger ce côté c'est bon. L'usage des pousse-pousse dans la circulation obéit à certaines normes administratives. Chacun des usagers doit s'approprier une carte municipale d'autorisation de transport à 2000 francs CFA. Cette carte, dont la confection s'effectue à la mairie du district, est renouvelée chaque année. Les pousse-pousse sont assimilés à des piétons. Donc, pour un piéton, il n'y a pas de souci. Mais les pousse-pousse ne doivent pas circuler sur la chaussée. Ils doivent circuler et rester sur le trottoir.
hormis l'hypercentre de la ville, autour du marché aux roses, dans un rond d'environ 150-200 mètres. Le contrevenant aux normes établies par les autorités s'expose aux sanctions en vigueur. Et la mairie a des structures de contrôle pour ça, qui opèrent en ville, pour appréhender en tout cas les contrevenants en confisquant le matériel ou en dressant un procès verbal. Nous procédons à des contrôles de vérification des pièces administratives. Donc ça, c'est différent des infractions commises en matière dans le domaine strict de la circulation. Pour l'harmonisation du secteur, la mairie du district dit avoir consenti des efforts dans ce sens. Il s'agit en l'occurrence de la formation des acteurs sur le code de la route. Les gens ne font pas carrière dans ça. Chaque année, c'est de nouveaux mondes qui viennent. C'est ainsi que nous avons initié, la mairie du district a effectué des formations à l'endroit de ces usagers dans le temps. Mais les résultats n'ont pas assez porté parce que les gens qu'on forme cette année, à la fin de l'année, ils s'en vont vers d'autres métiers et c'est d'autres qui reviennent. Dire qu'ils ont consenti beaucoup d'efforts pour encadrer ces gens-là, je ne crois pas. Ce que j'essaie, je suis là, je vois les pousse-pousseurs, on m'en a jamais parlé et je n'ai jamais... Tout ce que je vois côté municipal, je vois la police municipale en train d'arrêter les pousses. Je ne sais pas pourquoi. Les sanctions, au-delà des pratiquants de cette activité, touchent les commerçants qui travaillent en parfaite symbiose avec les jeunes. Ces derniers se disent opposés à toute force constituant une entrave à leur métier. Les effacer, c'est un handicap pour la société parce qu'ils sont utiles. Alors, dans le marché, les camions ne peuvent pas pénétrer parce qu'il y a de l'embouteillage. Ce n'est que les pousses qu'on fait évacuer les marchandises des boutiques en magasin, de magasin en boutique. Le respect des normes administratives et des passages appropriés et un sursaut de la part des autorités doivent être les maîtres mots pour éviter d'éventuelles disputes entre les deux parties et des embouteillages pouvant provoquer des accidents de la circulation. Ce que nous ne souhaitons pas, ce rendez-vous à ne pas manquer sur votre télévision nationale. Le président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité, le capitaine Amadou Aya Sanogo, s'exprime en langue bamanakan sur la démission de Cheikh Modibo Diarra du poste de Premier ministre. C'est dans une interview exclusive accordée à l'ORTM. Entretien réalisé par Marc Koulibaly sera diffusé juste après ce journal. Demain, 10h-13h, d'ici Soko, les éditions du soir seront présentées par Amara Malédia. Merci de rester. Rédaction avec nos parents des régions du Nord vivant sous occupation. Ne les oublions pas. Bonsoir à tous.